Bonsoir, plus de 2000 soldats sont toujours en mission de sécurisation autour du Capitole, mais le chef de la Garde nationale a conseillé de ne pas prolonger le déploiement des troupes, mais juste avant que le Pentagone ne valide leur prolongation. Les troupes stationnées autour du Capitole étaient censées rentrer chez elles le 12 mars, mais le Pentagone a prolongé leur mission de 2 mois supplémentaires et on ne sait toujours pas quand ils pourront rentrer chez eux. Ce maintien de la garde nationale suscite une controverse croissante parmi les responsables gouvernementaux ici à Washington et parmi la population. Je pense que c'est justifié, mais je crois qu'il serait sage de réduire un peu les effectifs. Ce qui me frustre en partie, c'est que lorsque notre nation était dans la tourmente à Portland, dans le Wisconsin, dans le Minnesota, nous avons hésité à envoyer la garde nationale pour protéger les propriétaires de magasins et les habitants. Pourquoi la vie de notre administration serait-elle plus importante que celle du commun des mortels ? Dans une déclaration commune bipartisane, des députés appellent maintenant à réduire la sécurité sur la colline du Capitole. Selon Adam Smith, un démocrate, et Mike Rogers, un républicain, un certain niveau de soutien de la garde devrait être maintenu, mais ce soutien devrait être précisément réévalué. Ils évoquent également le coût important de la présence de la garde nationale. Et la députée démocrate Eleanor Holmes Norton a introduit un projet de loi interdisant l'utilisation de fonds fédéraux pour installer une clôture permanente autour du Capitole. Certains habitants préfèrent pourtant une solution permanente. Nous aurons peut-être besoin d'une sécurité là-bas à l'avenir, mais pas nécessairement la garde nationale. Pour l'instant, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, affirme que les troupes resteront aussi longtemps que nécessaire, mais le chef de la garde a émis des réserves, affirmant qu'il n'y a pas assez de volontaires. Dans une note envoyée avant que le Pentagone ne valide la prolongation, ce dernier a déclaré que les gouverneurs des États sont réticents à envoyer leurs troupes, car ils doivent gérer leurs propres problèmes liés à la pandémie, aux catastrophes climatiques et aux émeutes. Le chef de la garde a ajouté que la nature indéfinie du déploiement crée du scepticisme sur d'éventuelles prochaines missions. Le Pentagone a prolongé la mission des soldats jusqu'au 23 mai, date à laquelle leur mission sera réévaluée et pourra donc à nouveau être prolongée. La question est de savoir pour combien de temps encore. L'un des militaires en poste dans la capitale est décédé jeudi. Ses responsables indiquent qu'il est décédé à la suite d'une urgence médicale. Un membre de la garde nationale en mission à Washington a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel jeudi. Son nom n'a pas été révélé, les autorités ayant d'abord cherché à contacter sa famille. Les causes de son décès font l'objet d'une enquête. Cet incident coïncide avec la décision du secrétaire à la Défense de prolonger de 2 mois la présence militaire autour du Capitole, une prolongation qui fait débat, les leaders républicains et certains démocrates affirmant que les troupes ne sont plus nécessaires au Capitole. Dans une déclaration commune, des députés démocrates et républicains affirme, je cite, « Nous sommes profondément troublés par le niveau actuel de sécurité autour du Capitole des États-Unis », ajoutant « Il est temps pour nous de revoir le niveau de sécurité requis afin qu'ils puissent rentrer chez eux, dans leur famille et leur communauté ». Les législateurs républicains se sont prononcés en faveur de la fin de la présence militaire au Capitole. Mitch McConnell la compare à une situation de guerre. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, quant à elle, a répété que les troupes resteront aussi longtemps que nécessaire. Le décès du réserviste survient aussi dans un contexte de plainte au sujet des repas servis aux troupes. Un lanceur d'alerte a transmis à la presse des photos montrant de la viande crue et des bouts de métal dans certains des aliments servis aux troupes. Selon les autorités militaires, 50 soldats ont été soignés pour des problèmes gastro-intestinaux. Les 2300 militaires resteront au Capitole jusqu'à la mi-mai. Leur mission sera ensuite réévaluée. Le président du Mexique affirme que les politiques d'asile de Biden contribuent à enrichir les cartels impliqués dans le trafic d'êtres humains. Un expert parle de cartels hautement militarisés positionnés juste de l'autre côté de la frontière au Mexique. Le président mexicain craint que la politique d'asile de Biden n'encourage l'immigration clandestine. Il affirme que ces politiques stimulent le trafic d'êtres humains le long de la frontière. Jason Jones, ancien capitaine au département de la sécurité publique du Texas, a abordé la question dans l'émission American Thought Leaders. Selon lui, les cartels sont hautement militarisés et considèrent les gens comme de la marchandise. Quand vous arrivez à la frontière nord du Mexique, c'est-à-dire notre frontière sud, avant de passer aux États-Unis, vous devez payer le patron de la place. Il détermine l'argent à payer.
Il dit avoir vu les cartels jusqu'à 50 km à l'intérieur des États-Unis. Selon lui, leurs membres travaillent en équipe comme les forces de l'ordre et ils utilisent même des tactiques trompeuses pour leurs opérations. Ce qu'ils font, c'est créer une diversion. Alors ils vont envoyer 50 à 100 personnes directement. Et ils organisent leur trafic de drogue autour de ces personnes. Jones a demandé au gouvernement fédéral d'inscrire ces groupes criminels sur la liste des organisations terroristes étrangères. Les traversées illégales de la frontière n'ont cessé d'augmenter. Entre octobre et janvier, elles se sont élevées à 300 000, soit le double du nombre enregistré l'année dernière à la même période. Selon l'agence Reuters, le président mexicain craint donc que la politique d'asile de Biden n'encourage le crime organisé et ne favorise le trafic d'êtres humains. Un spécialiste des cartels est du même avis. Il affirme que les cartels font passer tellement de migrants qu'ils ont eux-mêmes besoin de nouvelles méthodes pour les traquer. On ne parle jamais du problème de fond. Et ce sont les cartels mexicains. S'exprimant dans l'émission American Thought Leaders, Jason Jones, ancien capitaine de la sécurité publique du Texas, a déclaré qu'il était temps que les cartels mexicains soient désignés comme des organisations terroristes. Les cartels ont fait de tels progrès. Ils contrôlent et deviennent un gouvernement parallèle au Mexique. Et ces histoires ne sont pas connues. Donc quand on demande quel est le niveau de contrôle du cartel à notre frontière sud, il est de 100%. Il la contrôle entièrement. Selon lui, les cartels considèrent les migrants comme de la marchandise, comme des moins que rien, et leur font régulièrement subir des agressions sexuelles et vont jusqu'à les tuer. Aujourd'hui, dans le contexte de la politique d'immigration de Biden, Jones affirme que les cartels font passer clandestinement un nombre si important de migrants qu'ils sont eux-mêmes dépassés. Ils ont donc recours à une nouvelle méthode pour garder la trace des migrants et de leur rançon, la méthode des bracelets. Sur ces bracelets, on a un marquage spécifique qui sert d'identifiant. L'un des premiers que nous avons vu est une tortue pour identifier un groupe spécifique qui travaille avec le cartel, le Golfo, aussi connu comme le cartel du Golfe. Il y avait le mot métal dessus. Ce mot signifie que les droits ou les taxes ont été payés. Enfin, la dernière chose et la plus inquiétante est le système de numérotation. Un numéro était spécifiquement attribué à ce migrant. En plus de recueillir des informations sur l'identité, le contact et la destination des migrants, les cartels contactent aussi la famille du migrant dans son pays d'origine et obtiennent l'adresse de sa famille. Voici pourquoi. Parce qu'ils entrent dans un monde de servitude et de dette. Les prix demandés par les cartels à la frontière n'ont jamais été aussi élevés. Je vous donne un excellent exemple. Le cartel d'El Madres Day dans le cartel du Golfe fait payer $3 000 aux migrants qui viennent du Honduras, du Guatemala et du Venezuela pour traverser la rivière. Eh bien, beaucoup d'entre eux ne peuvent pas payer ça, c'est beaucoup d'argent. Alors ils avancent $1 000 et ils se retrouvent endettés. Maintenant ils sont aux États-Unis, ils ont traversé mais ils sont endettés envers une organisation criminelle dans un pays étranger tout en vivant aux États-Unis. Selon lui, les cartels sont bien plus importants qu'un simple problème américano-mexicain. Un même cartel est désormais présent dans 48 pays. Il précise en effet que les migrants sud-américains ne sont pas les seuls à traverser la frontière. Tout au long de sa campagne, l'administration Biden a répété « Si les gens traversent, on les laissera entrer dans le pays. » Et vous devez comprendre que cela était comme les appels d'un phare pour les gens du monde entier. On retrouve maintenant des migrants venant de pays africains et de Chine et des ressortissants d'autres pays seraient aussi en route. Autant de cibles potentielles pour les cartels. La Maison-Blanche continue de rassembler des informations sur le piratage de Microsoft qui a affecté des centaines de milliers de personnes dans le monde entier. Les responsables n'ont pas encore été identifiés, mais ils le seront bientôt, selon la Maison-Blanche. Les États-Unis réagissent rapidement au piratage massif de Microsoft Exchange, c'est ce qu'a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan. Il a déclaré que les pirates sont toujours dans certains systèmes une semaine après. C'est en cours. Nous recueillons encore des informations. Nous essayons de déterminer la portée et le volume, qui sont importants. Mais nous déterminons aussi le nombre précis de systèmes qui ont été exposés à cette vulnérabilité et qui ont été exploités soit par une menace d'un gouvernement national, soit par des logiciels de rançon, des hackers ou autres. C'est quelque chose que nous traitons en urgence avec le secteur privé pour le déterminer.
Sullivan a indiqué que plusieurs piratages récents ont entraîné la création d'un nouveau groupe de travail sur la cybercriminalité. Il s'agit des piratages de Microsoft et de SolarWinds combinés à des cyberattaques contre d'autres membres de ce que l'on appelle le Quad. Ce groupe est composé des États-Unis, du Japon, de l'Inde et de l'Australie et vise à faire face aux cyberattaques de pirates informatiques parrainées par des États ou autres entités. La Chine serait peut-être derrière le piratage de Microsoft, mais la Maison-Blanche ne l'a pas confirmé. Je ne suis pas en mesure aujourd'hui d'attribuer cette attaque, mais je vous promets que nous serons en mesure de l'attribuer à un moment donné dans un avenir proche. Et nous ne cacherons pas la vérité à ce sujet. Nous nous présenterons et nous dirons qui a perpétré cette attaque. Sullivan est passé à la vitesse supérieure. Il affirme que Biden a adopté une approche dure à l'égard de la Russie pour l'empoisonnement de Navalny et à l'égard de l'Arabie Saoudite pour le meurtre du journaliste du Washington Post Khashoggi. Et il affirme aussi que Biden a adopté une attitude ferme envers la Chine. Comme il l'a dit, les États-Unis sont convaincus qu'ils vont se retrouver dans une compétition acharnée avec la Chine et nous avons l'intention d'emporter cette lutte. Et il est en train de réunir les forces dont nous avons besoin pour l'emporter. Et c'est à 100% en accord avec tout ce que Joe Biden a dit pendant la campagne. Et 50 jours après, nous pensons que nous sommes dans une meilleure position pour faire face aux défis de la Chine que nous ne l'étions le jour où il a pris ses fonctions. En ce qui concerne le piratage de Microsoft, Sullivan a déclaré que ce sera finalement au secteur privé de résoudre le problème et que l'administration Biden leur donnera des ressources supplémentaires pour y parvenir. La Chine et les États-Unis doivent se rencontrer la semaine prochaine en Alaska pour leur premier face-à-face depuis l'investiture de Biden. Un porte-parole du département d'État a donné un aperçu de l'ordre du jour de cette rencontre. Il y aura des discussions difficiles. Je m'y attends. Nous n'allons certainement pas passer par 4 chemins pour discuter de nos points de désaccord. Mais, comme l'a dit le secrétaire Blinken, notre relation avec Pékin a de multiples facettes. Le porte-parole a également dénoncé les dernières mesures prises par Pékin à l'égard de Hong Kong, affirmant que les changements apportés jeudi ont éliminé ce qui restait des élections démocratiques dans cette ville. Il a aussi déclaré que les relations entre les États-Unis et la Chine sont concurrentielles et conflictuelles, mais qu'elles peuvent aussi être fondées sur la collaboration. Ajoutant que la Maison-Blanche va s'appuyer sur les accords de paix entre Israël et le Moyen-Orient, hérités de l'administration Trump. Il a également évoqué la possibilité que l'Iran rejoigne l'accord nucléaire qui a été rompu. 2 députés républicains accusent Amazon de favoriser la culture de l'annulation et de censurer les opinions conservatrices. Ils demandent à Amazon de leur fournir des données sur ces agissements. Dans une lettre adressée au PDG d'Amazon, Jeff Bezos, les membres du Congrès Jim Jordan et Ken Buck ont déclaré qu'Amazon jouait un rôle de premier plan dans la censure des conservateurs. Ils ont demandé à l'entreprise des documents et des informations sur ses activités de censure. Jordan est le principal républicain de la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Ken Buck est le principal républicain de la sous-commission antitrust de la commission judiciaire de la Chambre. Dans la lettre, ils énumèrent plusieurs des décisions éditoriales présumées d'Amazon, des choix qui, selon eux, donnent l'apparence d'un effort coordonné pour censurer le discours conservateur. À titre d'exemple, Amazon a refusé d'autoriser la publicité pour un livre qui critiquait l'idéologie transgenre. Par ailleurs, la plateforme de livres électroniques Kindle d'Amazon a refusé de publier un livret contestant certains points de vue sur l'efficacité des confinements en cas de pandémie. L'entreprise technologique a également banni définitivement le président Trump de son service de streaming vidéo Twitch et elle a ensuite désactivé Parler, un concurrent de Twitter, une plateforme populaire dans les milieux conservateurs. Jordan et Buck demandent à l'entreprise de produire avant le 25 mars des documents sur 7 cas présumés de censure contre des opinions conservatrices. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants: Orange canal 548, Free 799, SFR 921 et Bouygues 802. La première diffusion est programmée à 20h avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr.